Et bienvenue sur Public Sénat. Merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Dans le grand débat, nous reviendrons sur ce drame qui vient de frapper l'armée française au Mali. 13 militaires tués dans un accident d'hélicoptère lors d'une opération de combat contre des djihadistes. Parmi ces militaires, le fils du sénateur et ancien ministre Jean-Marie Bockel. Beaucoup d'émotions au Sénat ce soir. Gérard Larcher s'est exprimé dans l'hémicycle. Alice Bardot, vous avez suivi cet hommage pour nous. Et oui, Rebecca, vive émotion cet après-midi au Sénat. Les sénateurs ont rendu hommage aux 13 militaires tués hier soir dans un accident d'hélicoptère. Et je reviendrai donc tout à l'heure sur cet épisode. Et cela nous amènera à nous poser des questions sur cette lutte contre le terrorisme au Sahel. La présence française sur place a-t-elle encore un intérêt? Sommes-nous en train de nous enliser? #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous, Quentin Calmet. Oui, bonsoir Rebecca. On va également parler de cette émotion au Sénat, une émotion toujours palpable ici en salle des conférences. Et à mon micro, Christian Cambon, le président de la Commission d'affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. À tout à l'heure, Quentin. Avant tout cela, notre match des idées, il va opposer dans un instant Erwan Tison à Pierre Jacquemin. On va s'arrêter sur cette réforme des retraites encore et toujours en discussion. 2 ans que Jean-Paul Delevoye travaille sur le sujet. L'exécutif relance et multiplie même rencontres et consultations. Partenaires sociaux, parlementaires, membres du gouvernement. Emmanuel Macron a lui-même déjeuné avec des élus tout à l'heure. Gilles Legendre nous parle d'annonces dans une quinzaine de jours. Est-ce que ça y est, on va enfin y voir clair dans cette réforme? Avant d'en parler, les réactions au Sénat avec Sandra Cerquera. Emmanuel Macron l'assure, la réforme des retraites, avec la suppression des régimes spéciaux, est une question de justice. Un argument que toute la majorité a été invitée à défendre, y compris au Sénat, au groupe En Marche. Le gouvernement est dans son rôle et dans sa mission en menant cette réforme d'intérêt général et en ne cédant pas à des revendications particularistes. Nous sommes nombreux au Parlement à souhaiter que le vote de cette loi ait lieu rapidement pour que chacun sache que cette réforme va se dérouler et qu'elle va apporter de la justice. Mais chez les Républicains, ils sont nombreux à penser le contraire, affirmant que cette réforme promet une baisse des pensions. Le jour où il n'y aura plus rien dans les caisses, on va baisser le point et tous les retraités seront dans la précarité. À gauche, on estime que le chef de l'État tente de ne pas perdre la bataille de l'opinion en jouant sur les régimes spéciaux, au risque de diviser les Français. Ce qu'il voit, c'est que cette réforme, elle monte les Français modestes les uns contre les autres, elle monte les taxis contre les agents RATP, et elle monte les salariés les uns contre les autres, et elle ne dit rien des vrais problèmes d'inégalité dans notre pays. C'est cela que le gouvernement s'obstine à ne pas entendre. Alors que les syndicats continuent d'être reçus à Matignon, l'exécutif veut montrer qu'il reste ouvert à la discussion, tout en restant inflexible sur le fond. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Erwan Tison, bienvenue. Vous êtes Bonsoir. économiste, directeur des études à l'Institut Sapiens et auteur de ce livre « Les robots, mon emploi et moi ». Pierre Jacquemin est également avec nous. Bonsoir Pierre, Bonsoir. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue Regard et auteur de « Ils ont tué la gauche ». On voit l'exécutif multiplier les rencontres, les consultations. Erwan Tison, comment vous interprétez cela? Est-ce que c'est un peu panique à bord en vue de la journée du 5 décembre? Je ne sais pas si c'est panique à bord, mais en tout cas, c'est gesticulation toute. Il y a la volonté vraiment de remontrer. On relance encore un cycle de discussion avec les partenaires sociaux. Ça doit être de mémoire le 3e ou le 4e depuis la fin du premier semestre. Il y a vraiment la volonté de dire que tout le monde aura été écouté. Je pense malheureusement qu'il y a une espèce de cacophonie qui s'est élevée dans la majorité depuis plusieurs mois, qui fait qu'en fait, ils ont perdu la bataille de l'opinion. La réforme était très très simple à défendre. On met en place une retraite à points. Vous partez à la retraite à l'âge que vous voulez. Point barre. Il y aura un point. Vous direz, tel que vous le dites, ça paraît très simple. Mais c'est parce que ça l'est. Bizarrement. Emmanuel Macron, c'est comme ça qu'il l'avait annoncé pendant sa campagne. Tous les pays justement qui sont passés au système à points, et ils sont beaucoup, ont justement expliqué cette réforme-là comme ça. Après, la valeur du point, le débat de dire effectivement on peut jouer à la baisse, mais on peut aussi jouer à la hausse. Ça aurait été une formidable opportunité pour toutes les forces de gauche de dire écoutez, très bien, on accepte la réforme, la retraite à points, et nous, quand on va y passer, on va faire exploser le point pour certaines catégories. Comme ça, justement, il y aura une redistribution. C'était un outil de redistribution et de stabilisation des finances publiques qui était absolument formidable. Et en plus de ça, ça donnait de la liberté à chacun des actifs de pouvoir construire son parcours professionnel et de partir à la retraite quand il le souhaitait. L'autre pendant de la réforme, c'est effectivement la suppression des régimes spéciaux qui, on le voit de toute façon, sont
profondément inégalitaire et inéquitable, quoi qu'on en dise, hein, c'est des faits, et très, on va dire, pas du tout majoritaire dans l'opinion. Donc tout était gagné d'avance. Mais le problème, c'est qu'à vouloir, peut-être un petit peu échaudé par les Gilets jaunes, à vouloir trop tergiverser, et puis à vouloir avoir laissé surtout plein de voix cacophoniques au sein même de la majorité, comme on l'a vu ce matin s'exprimer, eh ben, on n'y voit absolument plus rien, et du coup ça a entretenu la confusion, et ce qui fait que derrière, tout le monde forcément a l'impression de se faire un peu flouer. Pierre Jacquemin. Oui, je vous trouve très optimiste sur la capacité de la gauche, d'abord, de prendre le pouvoir demain dans le pays. Et c'est vous qui le dites. Et de parler d'une voie commune. Et deux, surtout, de décider de l'augmentation de la valeur du point. Et c'est d'ailleurs tout le problème de cette réforme par points qui pose la question de savoir qui décide de la valeur du point, comment elle évolue, dans quelles circonstances. Et on a beau dire que ça se fera en fonction de l'inflation ou de je ne sais quoi, personne ne le sait aujourd'hui. Et surtout, personne ne le sait et personne n'est en capacité, à partir d'un système de retraite comme celui qui nous est proposé aujourd'hui, d'évaluer le montant de sa retraite. Vous dites chacun pourra partir librement à la retraite quand il voudra, sauf qu'on sait très bien que ce n'est pas une question de liberté. Un salarié qui est un travailleur pauvre aujourd'hui, qui touchera une retraite de travailleur pauvre, puisqu'on estime que les pensions de retraite vont baisser de 20 à 30% d'ici à 2050 avec cette réforme, n'aura pas d'autre choix que d'aller travailler. Ça veut dire que si vous avez des grands-parents, si vous avez même des parents qui sont aujourd'hui à la retraite, devront aller trouver un travail, un emploi pour pouvoir arrondir les fins de mois, ce qui m'est, moi, personnellement, insupportable sur un plan humain. C'est-à-dire, arrêtons de faire de la politique 3 secondes et imaginons ce monde où des gens de 80 balais, pour le dire comme ça, vont devoir se retrouver à aller faire caissier de supermarché ou je ne sais quoi, comme on le voit en Angleterre, aux États-Unis. Et ça, c'est un monde qui, aujourd'hui, je pense, n'est pas acceptable. Vous parliez de dialogue social. Je pense que là où le gouvernement, là où la Macronie aurait dû avoir un temps d'avance, ils ont un temps de retard, mais considérable. On voit quand même que depuis ce quinquennat, la question du dialogue social n'est certainement pas au cœur des préoccupations de ce gouvernement, parce que je pense que la formation même d'Emmanuel Macron, qui n'a pas d'expérience d'élu, qui n'a pas d'expérience de terrain, et une fonction, une connaissance technocratique, anarchique du fonctionnement des institutions, donc ne prend pas la mesure de ce qu'est un syndicat. Aujourd'hui, un syndicat n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues, il est là pour négocier. Et le problème, c'est que depuis le début de ce quinquennat, il n'y a pas de négociation. Et donc la tension sociale augmente à mesure que le dialogue social diminue. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, il se rend compte un peu tard, comme il l'a fait d'ailleurs en méprisant un peu les élus locaux. Il y a aussi toute une partie du quinquennat où il a nié l'existence des élus locaux. Il s'est un peu rattrapé. Je ne suis pas sûr que ça a été encore totalement couronné de succès, mais c'est exactement la même chose qui se passe en ce moment avec les syndicats. Il faut remettre les syndicats autour de la table, mais pas seulement pour écouter, pour vraiment négocier. Sur effectivement le spectre d'avoir des personnes à 80 ans qui sont encore sur le marché du travail, c'est pas du tout l'ambition. D'ailleurs, quand vous regardez des pays comme la Suède, par exemple, qui ont été des précurseurs en termes de retraite à points, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, là où l'histoire était très belle, et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, les seniors, justement, ont plutôt un problème de sous-emploi que de suremploi, parce qu'après de 55 ans, on a un problème d'employabilité. Là où l'histoire était très belle, et d'ailleurs était très cohérente, je trouve, on peut reprocher beaucoup de choses au candidat et au président Macron, mais l'histoire était très cohérente, c'est sur la réforme, quelque part, de la sphère sociale. Il y avait d'abord la formation professionnelle. Effectivement, donc cette idée de dire pourquoi est-ce que par exemple en Suède on n'a pas de problème de pénibilité du travail? Il n'y a pas de problème là-bas de pénibilité du travail. Pourtant, porter un carton en Suède, c'est aussi lourd que le porter en France. Parce qu'en Suède, quand vous allez vous porter un carton à 25 ans, à 30 ans, vous arrêtez et vous devenez contremaître et grâce à la formation, vous vous élevez. La réforme de la formation professionnelle est peut-être la plus ambitieuse qu'on ait faite depuis 30 ans, c'est peut-être la plus importante du quinquennat. Et ça, c'était la bonne idée. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit, le succès de l'application qui a été téléchargée plus de 610 000 fois en espace de 5 jours, ce qui est absolument monstrueux. Là, justement, c'était très beau parce qu'on pouvait dire effectivement, vous construisez votre vie comme vous voulez, mais vous n'êtes plus conditionné au diplôme que vous allez avoir à 18 ans. C'est-à-dire que votre parcours professionnel va se construire et se transformer tout au long de votre vie. Donc en fait, on avait un actif qui avait son destin qui était figé à l'âge de 20 ans et déterminé exclusivement par son lieu de naissance ou son diplôme, à quelqu'un qui était vraiment extrêmement flexible et tout au long de sa vie et qui pouvait après dire, moi j'ai fait un métier pénible les 20 premières années de ma vie, les 10 premières années de ma vie, comme ça arrive à beaucoup, mais j'ai évolué, je me retrouve à 62 ans, j'ai pas forcément envie de partir parce que je m'éclate dans ce que je fais, j'ai commencé à porter des cartons et aujourd'hui je dirige une entreprise de 40 personnes, je veux rester longtemps. Et ça, c'était extraordinaire d'un point de vue justement liberté des actifs. Ensuite, sur le calendrier, moi je vous rejoins, à mon avis, cette réforme-là, d'ailleurs dans tous les pays où on s'attaque à un mastodonte aussi important, ces réformes-là, on les fait dans les 100 premiers jours. Au début. La dernière gâchette qu'il a pu utiliser, c'est la réforme de la SNCF qui, vu l'ampleur de la réforme, est quand même passée comme une lettre à la poste. On peut dire ce qu'on veut. Il aurait dû, à mon sens, une réforme aussi importante, et notamment et aussi structurelle, il aurait dû la faire passer dans les 100 premiers jours. Alors justement, au niveau du timing, est-ce que ça va s'accélérer? Vous parliez de cacophonie au sein de la Macronie. Je voudrais qu'on écoute Gilles Legendre ce matin sur Public Sénat. C'est le patron des députés La République En Marche. Il nous a donné une information qu'il n'aurait peut-être pas dû dévoiler. En tout cas, ça donne des pistes pour la suite. Je voudrais qu'on l'écoute et vous me dites ce que vous en pensez. Les annonces qui vont avoir lieu d'ici une quinzaine ou une vingtaine de jours de la part du Premier ministre, de la part du Haut-Commissaire, permettront de clarifier les choses.
Donc il va y avoir des annonces et donc les choses vont se clarifier, Pierre Jacquemin. C'est intéressant de savoir qu'on sait déjà qu'il va y avoir des annonces d'ici 15 jours, alors même qu'on nous explique qu'il y a une concertation actuelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on attend de mesurer quel sera le niveau de la grogne sociale et on verra s'il y a des ajustements derrière. Je trouve que tout ça n'est pas très sérieux et d'une manière générale, ça montre aussi le léger flottement, si ce n'est le très gros flottement qui existe au sein de cette majorité. On voit bien que les députés ne sont pas forcément concertés sur ce qui se joue en ce moment à travers et le calendrier et le contenu de la réforme. Et puis, d'une manière plus générale, moi je trouve assez cynique de la part du gouvernement, mais à commencer par le président de la République qui s'est quand même exprimé pour dire en gros aux manifestants, ou en tout cas ceux qui pensent se mobiliser et donc être en grève le 5 décembre, qui se mobilisent aujourd'hui, alors même qu'ils ne savent pas le contenu de cette loi. Sauf qu'on sait déjà 3 axes de cette loi qui ne font pas consensus, qui est l'allongement, le principe de réforme de retraite par points. Il y a l'allongement de durée du travail qui semble acté par ce gouvernement, alors que dans la tête des Français, je ne suis pas sûr que parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait nécessairement travailler plus longtemps. D'abord, les gens, c'est vrai, vivent plus longtemps, mais ils vivent plus longtemps mal. C'est la dernière étude qui est sortie la semaine dernière. Où on nous explique forcément en bonne santé. Pas forcément en bonne santé. Et on sait aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que les 55 ans et plus sont concernés par le chômage, par un chômage de longue durée. Donc ça ne paraît pas très cohérent. Et le troisième point, qui est, semble-t-il, acté, ou peut-être il y aura quelques marges de discussion, notamment avec la CFDT, c'est la suppression de ce qu'on appelle les privilégiés, pardon, j'ai oublié le terme, mais des retraites, des régimes spéciaux, pardon. Ils sont tous sauf des privilégiés. Joli lapsus. Oui, parce que non, c'est pas un lapsus, parce que c'est vraiment comme ça que le gouvernement le présente. On a entendu les éléments de langage, on a entendu Agnès Buzyn nous expliquer qu'aux Français, vous vous rendez compte, ceux qui vont se mobiliser, ce sont ceux qui ont des retraites qui reposent sur les régimes spéciaux, donc qui défendent un précaré, ils défendent pas votre retraite à vous. Sauf que c'est faux, en fait, et je trouve que l'argument est vraiment pas très opportun, il n'est pas honnête, il est même très cynique parce qu'il cherche, ce que disait la sénatrice tout à l'heure très justement, il cherche à diviser des catégories de Français modestes avec des plus modestes qu'eux. Alors qu'aujourd'hui, les privilégiés, c'est certainement pas ceux qui gagnent 2500 par rapport à ceux qui gagnent 1500 € aujourd'hui une retraite. Non, le problème, il est dans où est-ce qu'on va chercher les marges de manœuvre pour penser à un système de retraite qui nous permet de continuer un système de retraite qui est basé sur la solidarité. Et c'est certainement pas dans les petits salaires qu'on va chercher cette répartition des richesses qu'on doit aller chercher là où c'est possible, là où il y a de l'argent. C'est pas qu'un symbole, il n'y a pas de l'argent magique, il existe de l'argent en France et donc on peut penser à un système équilibré de retraite demain qui repose sur la solidarité nationale. Erwan Tison, et après on parle des étudiants. Oui, tout à fait. Alors moi je pense que effectivement la mobilisation du 5 a commencé par une mobilisation corporatiste, et j'ai pas honte de le dire. Quelques chiffres justement pour dire à quel point ils sont privilégiés. On peut dire d'autres termes, mais en même temps on peut pas leur en vouloir. Ils ont construit quelque part ce trésor-là en 1945. Ils avaient commencé à le construire bien avant pour la plupart des corporations. Ça a été nationalisé en 1945 et là du coup ils continuent à vivre dessus. Est-ce que vous connaissez le taux de cotisation justement par rapport au financement total à la SNCF? Il y a 36% des cotisations qui financent le système total. C'est-à-dire que 64% du système des retraites de la SNCF aujourd'hui est financé par quoi? Par la solidarité nationale. Donc là, on a des marges de manœuvre. Pourquoi? Les régimes spéciaux concernent 3% à peu près des retraités aujourd'hui. Alors justement, ça ne concerne que 3% des retraités aujourd'hui, mais ce que vous savez que ça représente 24% des dépenses de notre fameuse 14% de PIB. Donc 3% de la population, et je vous remercie de le mettre en avant, 3% de la population justement des retraités s'accapare quelque part 24% des dépenses. Pourquoi? Parce que l'âge de départ moyen à la retraite, je vais vous donner les chiffres, à la Cour des comptes, RATP c'est 55 ans, SNCF 56 ans, fonction publique 61 ans, avec des pensions à la RATP moyenne de 3705 € contre 1410 € dans le régime général. Donc effectivement, il y a, et c'est normal, ils se mobilisent parce qu'ils ont des avantages objectifs et qu'ils veulent garder. Qu'aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls à se mobiliser. Vous voyez, non, mais bien sûr, les agriculteurs rentrent dans la course, les étudiants rentrent dans la course, il y a eu une agrégation des colères, mais initialement, parce que ça prouve aussi qu'il y a un mal-être social dans ce pays. Mais il y a un mal-être social dans ce pays, mais initialement, c'est quand même une grève corporatiste qui nous avons un avantage et nous voulons le garder. Et quelque part, ils ont un petit peu raison d'un point de vue purement égoïste parce que leur situation est plutôt bénéfique. Et c'est le deuxième thème de ce match, effectivement, cette grogne étudiante. C'est lié puisque certains syndicats veulent se joindre au mouvement du 5 décembre. En attendant, ils étaient de retour dans les rues cet après-midi. Nouvelle journée de mobilisation contre la précarité à Paris, à Lille, à Toulouse, mais aussi à Lyon. Voilà des images tournées par une journaliste de l'Obs, Barbara Krief. Et ce commentaire, à Lyon, les étudiants et quelques gilets jaunes contre la précarité étudiante. Pierre Jacquemin. Oui, alors moi j'ai vu aussi les images tournées à Massy où les étudiants étaient particulièrement mobilisés et où il y a eu un rapport de force avec les forces de l'ordre, pardon de venir sur ce terrain-là, mais c'est vrai qu'un des acteurs majeurs aussi des prochaines semaines, ça va être Philippe Castaner. Christophe Castaner, pardon, que j'ai fait un switch avec Philippe, je sais pas. Donc Christophe Castaner qui va être un élément, un personnage clé aussi et décisif. On sait que toute l'année qui s'est écoulée avec la mobilisation des Gilets jaunes, on peut pas dire que la mobilisation, en tout cas la doctrine telle qu'elle a été pensée par le ministère de l'Intérieur, ait permis aujourd'hui un mouvement social qui se soit
soit déroulée dans les bonnes conditions. Et aujourd'hui était le premier grand mouvement effectivement étudiant, sans doute qu'on n'a pas vu depuis, alors peut-être pas en termes de mobilisation, on n'a pas encore totalement les chiffres, mais en tout cas la force réunie de l'ensemble des syndicats étudiants est comparable à celle du CPE en 2005. Donc c'est pas un petit événement qui se produit là, et je pense qu'il se produit d'autant plus dans un contexte où il y a une précarité grandissante de cette génération d'étudiants, avec des faits qui sont évidemment dramatiques, catastrophiques, et qui alertent, sensibilisent aussi l'opinion publique. Et l'appel malheureusement, à rejoindre le mouvement du 5 décembre, c'est pertinent ? L'appel à rejoindre, de oui, parce l'UNEF que en l'occurrence. quand on écoute les étudiants et notamment effectivement les organisations syndicales, elles se sentent concernées évidemment par les grands projets de société. Ça n'est pas qu'une petite réforme, la réforme du régime des retraites. C'est une réforme qui concerne toutes les générations, et on verra en plus si elle concerne en premier lieu desquels les étudiants, parce qu'on ne sait pas encore si la fameuse clause du grand-père va être adoptée ou pas adoptée, même si visiblement elle va être a priori elle serait enterrée. Et donc du coup oui, les étudiants ont raison de se mobiliser et de rejoindre les appels et les mots d'ordre du 5 décembre, qui, en plus de la réforme des retraites, englobe effectivement plus généralement la question de la précarité. Mais au sein de la réforme des retraites, ce qui est visé, c'est aussi la précarisation rampante de toute une société. Erwan Tison. Oui, sur le volet étudiant, effectivement, il y a une précarisation des étudiants assez importante depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une démographie étudiante qui est assez importante, qui est même une richesse pour notre pays. Mais d'un autre côté, les crédits ne suivent pas forcément. Et en fait, on a une politique à la fois universitaire et à la fois sociale à destination des étudiants qui ne suit pas. Aujourd'hui, on a un étudiant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté et un parent sur 2 qui avoue ne pas justement avoir les moyens de pouvoir loger son jeune. Donc là encore, on retrouve en fait la question du logement qui quelque part apparaît en filigrane d'ailleurs de toutes les contestations sociales. On a un vrai problème du logement en France et qui pèse trop dans le budget des ménages et qui quelque part ampute le reste du pouvoir d'achat. Mais ça, c'est un autre débat. Sur les raisons des études, la question des étudiants, alors moi je vois avec le premier syndicat étudiant, la FAGE, n'a pas du tout appelé à manifester. Non, pas le 5 décembre, mais l'UNEF, pour le 5, et c'est la seule organisation d'ailleurs qui a fait des propositions pour notamment que ce soit une réforme des aides globales, des aides globales d'indépendance, une réforme des aides sociales. Je ne suis pas d'accord avec l'UNEF, mais ils font des propositions de la même manière que la FAGE en fait. Moi, j'ai regardé les propositions, j'ai plus vu de pragmatisme d'un côté que de l'autre, mais après, c'est un autre débat. Mais effectivement, la question des étudiants, le problème, c'est qu'il y a un nouveau feu social quelque part qui s'ouvre face au gouvernement, et on a l'impression, vous savez, comme ce jeu à la fête foraine, vous appuyez sur un trou, il y a une top qui en sort, et malheureusement, là, ça sort un peu de partout. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, il y a deux solutions. Il y a premièrement une précarisation effectivement de certains corps de métier, les infirmiers, les professeurs, les enseignants, les étudiants et une partie des retraités, ça c'est indéniable. Et deuxièmement, il y a aussi une espèce de sinistrose ambiante, ou alors en tout cas un grand paradoxe, parce que les résultats économiques ou les chiffres économiques sur un tableau Excel, purement Excel, sont plutôt bons objectivement en France comparé à d'autres pays, mais le mal-être justement ne cesse de grandir. Alors deux solutions, soit effectivement les chiffres se trompent et ne reflètent pas la réalité réelle du pays, soit on est enfermé en France dans un discours trop pessimiste, où effectivement beaucoup de personnes nous annoncent que nous sommes dans un pays type germinal, etc., et que c'est pas forcément vrai. Je pense que c'est un peu une conjonction des deux. Il y a effectivement des personnes qui souffrent, mais il y a un discours ambiant qui malheureusement, à mon avis, plombe le moral des gens. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que l'Express s'est livré à une petite comparaison des situations entre les étudiants français et leurs voisins européens. Sur les frais universitaires, par exemple, l'hebdo cite l'Agence de l'éducation audiovisuelle et culture. En France, ces frais vont de 100 à 1000 euros par an, ce qui nous place à peu près au milieu du classement européen. Nos étudiants payent davantage en Italie, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, où les frais d'inscription à l'université peuvent grimper jusqu'à 10 838 euros. Mais c'est moins qu'en Allemagne, regardez, où les universités publiques accueillent gratuitement les étudiants sans frais d'inscription. Pierre Jacquemin. Oui, les étudiants, en tout cas les organisations syndicales, font état d'une augmentation du coût des études et par ailleurs mais ça rejoint cette différence entre le ressenti, les chiffres sur un tableau Excel et ce ressenti qui a l'air beaucoup plus en détresse que ce que les chiffres ne donnent. Quand vous regardez, quand on nous annonce les chiffres du chômage, effectivement, tous les voyants nous expliquent que le chômage est en train de baisser. Sauf que concrètement, c'est pas parce qu'on enlève des chiffres du chômage une partie des chômeurs que les chômeurs se retrouvent à trouver du travail du jour au lendemain. La situation des étudiants, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique que les étudiants vivraient peut-être mieux et que c'est un ressenti qu'ils vivraient moins bien. Mais en réalité, il y a un système de sélection qui est extraordinaire à l'université. Aujourd'hui, les classes populaires qui rentrent à l'université, si elles ne sont pas davantage aidées et sur le plan de l'enseignement et sur le plan financier pour ne pas devoir travailler pour pouvoir financer ses études, c'est des étudiants qui sortent du système éducatif avec un bac mais sans diplôme par la suite. Donc c'est ça qu'il faut conforter, c'est ça qu'il faut réussir à trouver un équilibre. Il y a dans les revendications de l'UNEF notamment des revendications d'augmentation des bourses universitaires. Il y avait, fut un temps, je me rappelle, moi étudiant en tout cas, la possibilité pour des étudiants boursiers, ce que j'étais, de pouvoir cumuler avec un emploi qui est lié à nos études et qui est aménagé pour pouvoir suivre des études correctement. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers d'étudiants qui n'ont pas recours à la santé ou en tout cas qui ne vont pas se soigner
soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens de se Pour soigner. le coup, les chiffres sur les tableaux Excel le disent aussi. Le disent aussi. Et aujourd'hui, c'est pas illogique que les étudiants se mobilisent dans les restaurants universitaires pour faire des opérations de repas gratuits parce qu'il y a des enfants, il y a des jeunes étudiants qui ne se nourrissent pas à leur faim. Et il y a aussi des phénomènes de prostitution chez les étudiants parce qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions pour pouvoir et se loger et étudier en même temps. Donc je pense et manger aussi. Et donc je pense qu'il y a un système inégalitaire qui se met en place. Il y a un problème avec notre société qui fait que depuis que la massification universitaire avec l'entrée des classes populaires à l'université est un problème pour l'élite en soi parce qu'on explique que ça baisse le niveau. Sauf que non, on n'a pas accompagné les moyens de cette rentrée en masse effectivement dans le monde universitaire. Allez, troisième thème de ce match, messieurs, la pétition pour organiser un référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris. La gauche ne désarme pas. Parlementaires, socialistes et communistes ont donné un point presse tout à l'heure pour expliquer leur démarche. Patrick Kanner, vous le voyez, président du groupe socialiste au Sénat, y était, et Quentin Calmet est à ses côtés en salle des conférences. Bonjour Patrick Kanner, vous êtes président du groupe socialiste ici au Sénat. On a vu ces images, vous étiez réunis avec des parlementaires, notamment des communistes, pour saisir la Commission nationale du débat public. Qu'est-ce que c'est que cette saisine ? Alors, tout d'abord, nous ne sommes pas que la gauche rassemblée autour de cette saisine, puisqu'il y a aussi des sénateurs LR, je pense notamment à Philippe Dallier, qui a signé cette saisine auprès de la Commission nationale du débat public que préside Mme Joanneau. Donc nous avons donné à Mme Joanneau finalement un argumentaire pour qu'elle-même considère que cette privatisation d'ADP aura des conséquences sur le domaine environnemental, sur le domaine de l'aménagement du territoire, et que les Français aujourd'hui ne sont pas assez informés sur ces conséquences. C'est tout l'objet de cette réforme du Code de l'environnement qui a d'ailleurs été voulue par Emmanuel Macron quand il était ministre, et qui permet à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir la Commission nationale. Et donc c'est une première, des parlementaires qui sont assez nombreux pour déclencher un grand débat national public. Comment ça va se passer maintenant ? Nous étions 73 à signer, je pense que nous allons récupérer encore une bonne dizaine de signatures. Ça va faire quoi concrètement ? Alors ce qui est important pour nous, c'est de dire que nous n'espérons pas, au travers de cette démarche, aboutir à ce résultat qui serait extraordinaire, des 4 700 000 signatures, même si au moment où je vous parle, je pense que nous avons atteint le seuil du million des signatures, à vérifier par le Conseil constitutionnel. Par contre, ce que nous voulons dire au gouvernement, c'est que ce dossier est sûrement un dossier problématique, qui mérite d'associer, encore une fois, un minimum de citoyenneté sur un sujet aussi important. Et puisque nous n'avons pas eu les moyens de communication par le gouvernement dans une campagne institutionnelle, comme peut-être nous n'aurons pas de référendum lié à l'initiative partagée, parce que nous n'aurions pas les 4 700 000 signatures, mais que 1 million de Français ont signé aujourd'hui, peut-être plus demain, eh bien nous voulons que par la CNDP, par la Commission nationale du débat public, il y ait un débat qui s'instaure dans notre pays sur le sujet de la privatisation. Si vous réunissez le million de signatures, là on en est à 969 000 officiellement, voilà, selon le Conseil constitutionnel. Si vous l'avez, ce million de signatures, est-ce que vous demandez d'être reçu par le président de la République ? Oui, c'est une initiative que j'ai proposée à mes collègues, puisque le président de la République a dit 1 million de signatures suffirait pour lancer le référendum. Eh bien chiche, monsieur le président, on vient vous voir pour le faire. Et vous lui direz quoi ? Eh bien je lui dirais, monsieur le président, vous vouliez développer le grand débat et permettre aux Français de s'exprimer, c'est l'occasion ou jamais. Merci beaucoup à Patrick Kanner pour cette réaction à notre micro. Merci beaucoup Quentin et merci à Patrick Kanner pour son enthousiasme. Erwan Tison. Oui, moi, honnêtement, je vais vous dire, je pense que les Français, il y a un décalage là encore entre ce que pensent les politiques, que pensent les Français et ce que les Français pensent vraiment. On est effectivement qu'à 1 million de signatures en moins de 6 mois. Et il y a un autre événement qui s'est passé il y a quelques jours qui est assez intéressant, c'est ce qui s'est passé à la FDJ. On avait annoncé un peu dans le package FDJ, ADP comme étant la braderie du Trésor national. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Français se sont réappropriés leur Trésor national. On a eu un succès à plus de 500 000 souscriptions justement de l'action FDJ qui est arrivée à son plus haut niveau potentiel, c'est-à-dire 19,99 €, et surtout à l'ouverture en fait elle a bondi à 25 €. Donc c'est à dire qu'on a une augmentation de près de 30% en fait de la valeur. Tout ça pourquoi ? Ça crée en fait une appétence des Français à la fois pour la bourse et à la fois pour cette entreprise publique. Moi je pense que déjà sur le fond, je pense qu'ADP, la privatisation est une excellente nouvelle parce qu'on estime qu'il faut à peu près 12 milliards d'investissement pour mettre ADP, Orly, Paris-Charles de Gaulle au même niveau de standard d'accueil de ses voisins européens. Je rappelle qu'elle est classée 125e. Donc il vaut mieux que ça vienne des fonds privés. Il faut que ça vienne des fonds privés. C'est classé 125e sur 132e au niveau mondial en termes de qualité d'accueil. Donc on est vraiment en fond de classement. Donc ça permettra effectivement à l'aéroport de conserver son attractivité, et je pense effectivement que les Français en ce moment ont d'autres choses à savoir que qui gère les boutiques qui sont aujourd'hui à ADP, parce qu'au final c'est de ça dont on parle. On ne parle pas des frontières, on ne parle pas des postes de police, on parle juste de qui va gérer les 3-4 boutiques qui sont dans chacun des aéroports. Le centre commercial. Oui, c'est pas tout ça, mais vous qu'on peut considérer comme étant un libéral, je pense qu'on peut le dire quand même, un État aussi libéral comme les États-Unis
il n'y a pas un seul aéroport qui a été privatisé, précisément parce qu'ils ont intégré les dimensions d'enjeux nationaux, d'enjeux de sécurité intérieure. Et là, la sécurité aux frontières n'est pas nationalisée. C'est que la gestion commerciale. On n'en sait rien. Ce que peut donner une privatisation et ce que peut donner la privatisation, c'est quand même le premier accès sur le territoire français, l'aéroport de Paris. Donc c'est quand même un enjeu, je pense, qui est très important. Sur le nombre quand même et sur la mobilisation, vous venez de faire une comparaison qui est très intéressante, qui est effectivement la privatisation de la Française des Jeux. Vous vous rendez compte la communication gouvernementale sur cette privatisation? Non mais vous vous rendez compte la communication, le délire presque sur le fantasme d'un actionnariat populaire, quand on sait les précédents avec EDF ou même France Télécom dont les actions ont chuté au cours de 2 années qui ont suivi l'achat des actions. Donc je trouve ça assez surprenant de comparer avec la Française des Jeux, d'autant plus que je crois que le groupe GDR du Sénat a déposé, en tout cas a écrit pour s'offusquer que le service public de l'audiovisuel public finance les campagnes de publication de diffusion pour la Française des Jeux et interdise toute campagne pour effectivement promouvoir au moins à minima un débat ou un référendum sur le projet de privatisation d'aéroports de Paris. Donc le 2 poids 2 mesures sur 2 enjeux différents, dont 2 enjeux qui concernent justement la propriété publique, donc la propriété des Français, les biens qui sont une possession des Français, me paraît quand même un peu aléatoire. Qui demande des le groupe communiste GDR, pardon, c'est du côté de l'Assemblée nationale, le groupe GDR. Mais effectivement, je pense qu'il y a un enjeu, il y a le million qui va être dépassé ou qui est peut-être déjà dépassé. Emmanuel Macron s'était déjà un peu engagé à ouvrir un référendum sur la base du million, il avait un peu plus ou moins dit déjà ça pendant la campagne. 1 million, c'est pas rien, 1 million de Français, plus des parlementaires qui s'engagent de gauche comme de droite, parce que c'est l'intérêt d'un groupe et l'intérêt aussi de la nation presque, je pense qu'il y aurait tout intérêt à effectivement ouvrir ce débat. Et on doit s'arrêter là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées ce soir. Allons plus loin, continue avec notre grand débat. On va prendre le temps ce soir de revenir sur ce drame qui a frappé l'armée française. Elle a perdu 13 hommes, 13 militaires engagés au Mali dans la lutte contre le djihadisme qui gangrène le Sahel. Et le Sénat est frappé en son cœur puisque le fils du sénateur et ancien ministre Jean-Marie Bockel fait partie des victimes de l'émotion donc, mais aussi des questions sur cette présence française dans la région. On va en parler avec nos invités dans un instant, mais d'abord on va retrouver dans l'hémicycle du Sénat Alice Bardot. Alice, Gérard Larcher a rendu hommage aux victimes en ouverture de séance tout à l'heure. Et oui, Rebecca, très vive émotion dans l'hémicycle cet après-midi, quelques heures après l'annonce de la mort de 13 militaires français dans un accident d'hélicoptère au Mali. L'ordre du jour du Sénat a été retardé de quelques minutes pour un moment de recueillement. À 14h30, Gérard Larcher a commencé un court hommage à ces soldats qui ont perdu la vie lors d'une opération de combat contre des djihadistes hier soir. Le président du Sénat a notamment salué, je cite, le courage et l'abnégation de ces militaires de l'armée de terre. Alors cet événement tragique a une résonance toute particulière ici au Sénat puisque l'un d'entre eux était le fils du sénateur centriste Jean-Marie Bockel. Pierre Bockel appartenait au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau et Gérard Larcher a eu une pensée toute particulière à l'égard de sa famille avant que les sénateurs observent une pleine minute de silence. On l'écoute. Je suis certain qu'au moment où nous allons partager ce moment de recueillement, vous aurez une pensée pour ces 13 militaires, pour leurs familles, et plus particulièrement pour une famille chère à notre cœur, que nous croisons au quotidien dans notre Assemblée. Je crois que c'est aussi un hommage que nous devons rendre à ces hommes, à leur courage et au service de la France. Alors cet hommage a été repris sur Twitter par la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques Frédérique Espagnac, car il faut rappeler que sur 13 militaires, 7 faisaient partie du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, chef-lieu des Pyrénées-Atlantiques. Et Frédérique Espagnac n'est d'ailleurs pas la seule à avoir partagé son émotion sur Twitter. Toute la journée, des sénateurs de tous bords politiques, comme dans l'hémicycle, ont rendu hommage
aux soldats décédés hier soir. La sénatrice communiste Esther Benbassa a fait part de sa profonde émotion face à cette tragédie. Le centriste Vincent Capo-Canellas a partagé ses pensées émues pour les familles et les frères d'armes de ces militaires morts au combat. Quant au président de la Commission des Affaires étrangères, Christian Cambon, il a souligné le tribut effroyable porté par les forces françaises, avec une pensée toute particulière pour Jean-Marie Bockel, dont le fils fait partie des victimes. Merci beaucoup Alice dans l'hémicycle du Sénat. On va maintenant rejoindre Quentin Calmet en salle des conférences. Quentin qui est aux côtés justement de Christian Cambon, sénateur LR du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Monsieur le Président Cambon, on a vu cette émotion aujourd'hui au Sénat. L'atmosphère est toujours particulièrement lourde à l'heure où on se parle. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la mort de ces 13 soldats aujourd'hui ? C'est une grande émotion parce que, en tant que président de la Commission de la Défense, j'ai en charge de contrôler comment les choses se passent là où nos 4500 hommes des OPEX sont engagés. Évidemment, ces nouvelles sont épouvantables. C'est un effroi. Cet effroi est double puisque, vous le savez, le fils d'un de nos collègues éminents fait partie malheureusement des victimes. Et donc, on ne peut que s'interroger, bien sûr. Et il y aura un temps de l'interrogation. Aujourd'hui, c'est le temps du recueillement. Et en pensant aux familles, aux enfants, car souvent ce sont des jeunes hommes qui laissent des familles en état de désespérance. Et donc, je serai tout à l'heure auprès de la ministre des Armées à l'Arc de Triomphe, dans un geste symbolique de ravivage de la flamme, pour penser à nos soldats, leur envoyer d'ici un message de solidarité et de compassion. On a senti le président Larcher aussi ému à la tribune lorsque la séance a été ouverte à 14h30. Il avait des sanglots étouffés dans la voix. C'est le sentiment, on imagine, de beaucoup des sénateurs aujourd'hui ? C'est le sentiment que nous partageons tous, parce que d'abord il y a la proximité de ce collègue que nous fréquentons, que nous voyons et qui travaille avec moi au sein de la commission. Et puis c'est cette liste aussi qui s'allonge. Et c'est un petit peu aussi cette désespérance de nous voir pas suffisamment aidés par nos voisins européens face à ce péril du djihadisme en Afrique. Oui, Christian Cambon, vous le disiez, il y aura un temps pour les questionnements, mais tout de même, avec ces 38 Français tués au Mali depuis 2013, est-ce que la question de l'implication de la participation de la France au conflit au Mali, elle se pose aujourd'hui ? Elle ne se pose pas parce que je ne pense pas qu'on peut s'en aller du Mali. Si on s'en allait du Mali, il suffit de regarder une carte géographique pour voir quelle est la position de ce pays. Et on voit bien que si le Mali devenait un califat ou tombait dans la main de ces djihadistes avec les méthodes criminelles qui sont les leurs, c'est globalement le Maghreb qui serait menacé et qui risquerait de connaître de graves désordres. Or, les pays du Maghreb, c'est la frontière sud de la France. Et ça, il faut que les Français comprennent bien que ces jeunes qui se battent et qui donnent leur vie, c'est pour notre sécurité qu'ils le font. Et ce que l'on aimerait bien, effectivement, c'est que d'autres pays européens qui nous encouragent, qui nous soutiennent, et qui nous prêtent des moyens logistiques, ils viennent un tout petit peu nous aider à mettre de l'ordre. Eh bien, merci Christian Cambon. On a entendu votre message ce soir au micro de Public Sénat. Merci beaucoup Quentin. Et avec nous ce soir Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sénatrice socialiste représentant les Français établis hors de France. Et vous connaissez bien la région. Caroline Roussy, bienvenue. Chercheuse à l'IRIS et docteur en histoire de l'Afrique contemporaine. Général Jérôme Pellistrandi, bienvenue à vous également. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Et nous attendons Ousmane Ndiaye qui devrait arriver dans quelques instants, journaliste à TV5 Monde. Hélène Conway-Mouret, on l'a vu, une émotion immense, évidemment dans toute la France et en particulier au Sénat aujourd'hui. Mais oui, parce que nous l'avons tous ressenti au sein de nous-mêmes. Enfin, nous avons des enfants et de penser que Jean-Marie a perdu son fils, enfin, c'est atroce. Moi, ça a été viscéral. Enfin, voilà. Ça vous émeut encore ce soir, évidemment. Jérôme Pellistrandi, on a senti, vous aussi d'ailleurs, vous êtes ému, une immense émotion. Oui, depuis ce matin, effectivement, c'est un véritable choc. Un choc pour la communauté militaire, la communauté de défense. Et puis, effectivement, ici, la représentation nationale qui a été directement affectée par la mort du lieutenant Bockel. Donc, je crois que c'est une épreuve. Mais je crois, il faut le souligner aussi, cela a été traduit, le président Cambon et puis les autres personnalités politiques, on dit le combat continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut penser à nos soldats qui sont ce soir
sur le théâtre et qui continuent le combat face à une menace qui nous affecte tous directement. 13 morts, c'est un bilan extrêmement lourd, Caroline Roussy, l'un des plus lourds depuis 35 ans, on entendait cela. Oui, tout à fait. Alors évidemment, je joins évidemment mon recueillement à la parole des deux personnes qui se sont exprimées, mais je souhaite également avoir une pensée pour tous les civils qui quotidiennement perdent la vie sur le terrain, et donc ce sont bien les Français et les Africains qui sont concernés par la situation actuelle au Sahel. Parce que c'est vrai que les morts, il y en a tous les jours, Hélène Conway-Mouret. Oui, malheureusement, c'est vrai que j'ai pour habitude d'aller à la rencontre de mes Français, puisque je représente les Français établis hors de France, et ils sont nombreux au Sahel. Et avec le temps, ce qui est choquant, c'est que la situation ne s'améliore pas, voire empire sur le terrain. Et donc, ce n'est pas le moment, puisque je crois que nous sommes dans une journée de recueillement, et qu'il faut respecter à la fois les victimes, les familles et leurs proches dans cette journée. Mais on ne peut pas ne pas réfléchir à notre présence, qui est quand même forte, humaine et en équipement, et de se dire que ces 13 morts, finalement, sont la preuve de notre engagement là-bas, même si c'est un accident, et cet accident aurait pu avoir lieu en France, il aurait suscité la même émotion, mais parce qu'il est dans un cadre où nous sommes de fait en action, il revêt la situation est complètement différente. Une dimension particulière. Voilà, c'est hors du commun, et forcément, le général a tout à fait raison. Nous devons penser à tous ceux qui sont engagés au quotidien, que je rencontre quand je vais là-bas, et qui sont dans un engagement hors norme. Et aujourd'hui, je crois que l'émotion ressentie collectivement, et justement cette prise de conscience qu'ils sont là au péril de leur vie, et que malheureusement 13 d'entre eux l'ont perdu aujourd'hui. Et on accueille, je vous le disais, Ousmane Ndiaye, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Merci d'être avec nous. On était plutôt dans le recueillement, dans les réactions, puisqu'on sait qu'un sénateur a été touché de très près, puisque son fils fait partie des 13 victimes. Et Caroline Roussy réagissait aussi à juste titre en disant, mais des civils, il y en a des civils qui meurent, il y en a tous les jours dans la région. Et la sénatrice nous disait, la situation empire sur le terrain. Enfin, je partage. Vous confirmez ? Vu, hélas, la situation empire. Maintenant, je pense que malgré la douleur qui nous touche tous, il faut avoir. Ça pose la question de cette opération militaire qui dure depuis 6 ans. À un moment donné, il faudrait faire le bilan. Où on va, le bilan stratégique, parce qu'en fait, moi, je trouve l'une des particularités de Serval puis Barkhane. On s'est engagé, en tout cas la France s'est engagée dans la précipitation, c'est une opération militaire d'urgence. Il ne faut jamais oublier, faut-il le rappeler, qu'au départ, l'engagement français, on nous avait dit c'est une question de jours. Ouais. Et à la suite de la bataille de Konna, on a vu clairement qu'on avait quelque part sous-estimé la résistance des djihadistes. Donc au bout de 2 jours, engagement au sol. Alors que l'un des principes que le président François Hollande avait tracé une ligne au moment de l'engagement, au moment de l'engagement des forces françaises au Mali, pas de troupes au sol. Au bout du 2e jour, troupes au sol. Au moment où Serval devenait Barkhane, c'était en quelque sorte des engagements qui étaient pas promis. Là, aujourd'hui, c'est l'exact contraire. Donc je pense qu'il y a un problème de vision stratégique. Qu'est-ce que l'armée française fait au Mali ? Pourquoi ? Et sur quelle durée ? Je pense que la difficulté, c'est que autant on voit clairement une vision stratégique des djihadistes. À un moment donné, l'armée française les a acculés dans l'Iforas, les a acculés au nord. Ils ont ouvert un front au sud et au centre. Ouais. Ils se sont réfugiés dans des pays voisins. Oui, et puis en plus, on voyait clairement que quand ils ont ouvert un front au centre, les Nations Unies n'étaient pas préparées, les Français n'étaient pas préparés. Il a fallu que quand même le mandat de la mission des Nations Unies soit étendu au centre. Parce que le mandat originel des Nations Unies, c'était un mandat pour le Nord Mali, comme le mandat des troupes françaises. Aujourd'hui, la réalité du terrain a changé. Est-ce que la réalité du dispositif ne doit pas changer ? C'est une vraie question. Enfin, moi, je ne suis pas stratège militaire, mais Mais on en a un sur ce plateau, Jérôme Pellistrandi. Oui, alors je crois que la problématique
elle n'est pas d'ordre militaire. La ministre des Armées, Florence Parly, et le chef d'état-major des armées l'ont souvent dit. La problématique, elle est d'ordre politique. La difficulté, c'est qu'il faut trouver un environnement sécuritaire qui permette de trouver une solution politique. Et c'est bien ça, la solution ne peut pas être que militaire. Nous sommes présents, alors effectivement, et je partage votre avis, il y a besoin d'avoir une vision stratégique, mais elle doit d'abord répondre à des objectifs politiques. Et ensuite, on les traduira en action militaire. Alors, je vais vous laisser poursuivre dans un instant. Je voudrais juste, pour qu'on comprenne bien ce que nos militaires font sur place, je voudrais qu'on fasse un petit retour factuel sur le drame, parce qu'on ne l'a pas encore fait. On a beaucoup parlé de l'émotion au Sénat, mais on n'a pas dit exactement ce qui s'était passé. Je vous rappelle que ce sont 2 hélicoptères qui sont entrés en collision, un terrible accident donc, mais effectivement, bel et bien, dans le cadre d'une opération de combat contre les djihadistes, et cela pose des questions. On va voir ça avec vous dans un instant. D'abord, ce point très factuel avec Élisée Boissin, et je vous fais réagir. Lundi soir, la nuit tombe sur la région du Sahel, au Mali. Au sol, des commandos traquent des djihadistes. Pour appuyer la mission, un hélicoptère Tigre de combat et un hélicoptère de transport appelé Cougar survolent la zone à faible altitude. Ces hélicoptères sont là en mission de reconnaissance de nuit, dans des conditions de combat et des conditions opérationnelles très exigeantes, pour repérer ce pick-up qui s'enfuit vers le nord. Et au moment où cette opération de reconnaissance de nuit est en train de se faire, les commandos parachutistes qui sont au sol entendent une explosion vers 18h38 et pensent que cette explosion est due, ces 2 explosions sont dues à une collision en vol entre 2 appareils. À bord, 13 soldats français, aucun n'a survécu. C'est l'un des pires accidents qu'ait connu l'armée française. Rapidement, le président de la République a réagi sur Twitter. 13 de nos militaires sont morts hier au Mali. Ils étaient engagés dans une opération de combat contre des terroristes. Ces 13 héros n'avaient qu'un seul but, nous protéger. Je m'incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades. Ce drame porte à 38 le nombre de militaires français morts au Mali depuis le début des interventions. Une cérémonie d'hommage doit avoir lieu dans les prochains jours aux Invalides. Et comme promis, je vous laisse réagir, Hélène Conway-Mouret, puis Caroline Roussy. Oui, alors nous protéger certes, mais protéger aussi les Maliens. Parce que je crois qu'il ne faut pas être égoïste dans cette affaire. Moi, je voudrais revenir sur la question de la vision stratégique. Je crois qu'il est très difficile aujourd'hui, au vu des changements rapides, d'une grande brutalité qui se passe, pas simplement en Afrique, mais notamment au Moyen-Orient, avec la défaite de Daesh. C'est pas l'annulation, mais enfin, pour l'instant, la défaite. Défaite militaire, en tout cas. Voilà, défaite militaire. Avec ces djihadistes qui sont partis pour beaucoup en Libye et qui se répandent dans toute la zone du Sahel. Donc, c'est vrai que ce qui se passait il y a 6 ans est différent aujourd'hui, avec des groupes qui, de fait, se sont reformés, avec des Français qui étaient au nord. Il y a eu les accords d'Alger, on a vu ce que ça a donné, rien du tout. Et ensuite, finalement, un Mali qui, politiquement, ne s'est pas restructuré, ne s'est pas renforcé, et la mise en place du G5, pour essayer justement de dire, bon, nous sommes venus, nous avons agi en effet dans la précipitation, mais nous ne sommes pas tenus de rester là pour toujours. Et d'ailleurs, je pense que les Maliens ne le souhaitent pas non plus. Personne dans la région ne souhaite que des forces françaises s'installent de façon permanente. Et donc, à un moment, il faut se poser la question aussi, au-delà de ce que vous avez évoqué, de la relève et pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas en position d'avoir des armées locales qui soient formées et équipées correctement et qui prennent finalement la relève de ces forces françaises qui n'ont pas vocation à rester dans le pays. Voilà. Oui, alors tout à fait. Au bout de 6 années, on constate que l'opération Barkhane est de plus en plus perçue comme une force d'occupation, ce qui est extrêmement problématique. Par les populations locales. Par les populations. Moi, ça m'a été dit en face par un ministre malien. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, ça corrobore ce que je voulais dire. Et par ailleurs, concernant effectivement la stratégie militaire, si elle relève d'une question ou d'une décision à tout le moins politique, je constate que de plus en plus de personnes, de personnalités, dont certaines que vous connaissez certainement, comme le général Bruno Clément-Beaulé, qui contestent la stratégie déployée à l'heure actuelle au Sahel et craint que dans un avenir
assez proche, l'opération Barkhane, et les Français soient contraints de partir sous pression populaire. Alors, attendez, ce qui si pose je vous évidemment extrêmement vous dites problème. Que sur place, on considère que les forces françaises ne sont pas vraiment les bienvenues. On se rend compte que c'est une opération qui s'enlise. Tout le monde a envie de partir. Tout le monde a envie qu'on parte. Non, moi il faut nuancer. Après, c'est vrai qu'il faut nuancer. Moi, je pense bien sûr, mais c'est une voie quand même. Je pense que, enfin, la vraie question, c'est quand même les forces françaises ont été forces libératrices, ont été des héros. Enfin, c'est-à-dire comment on passe en si peu de temps de forces libérateurs. Il y a eu des manifestations à l'époque à Tombouctou, quand les forces françaises ont voulu quitter la position de Tombouctou pour laisser les forces africaines pour tenir la ville. Comment on passe, c'est ça pour moi la vraie question. Je pense qu'on passe d'une extrémité à l'autre, parce que aussi, je pense qu'il y a un vrai conflit de perception du conflit malien, c'est-à-dire la perception française et la perception malienne depuis le début n'est pas le même. Moi j'ai l'habitude de dire les guerres du Mali. Parce que quand les Français interviennent, il y avait déjà une guerre sur place. Une guerre qui est issue de l'indépendance nationale non soldée. Il y avait une guerre irrédentiste. Et la guerre contre les djihadistes, la guerre antiterroriste s'est greffée à une guerre. Et les Français, quand ils sont venus, ils ont essayé contrairement à la doctrine militaire malienne, de dire nous on combat les djihadistes, on ne combat pas les rebelles irrédentistes touaregs. Le problème que ça pose, c'est que, quoi qu'on puisse dire factuellement, si la moitié du territoire malien a été pris et contrôlé par les djihadistes, c'est en alliance avec l'irrédentisme touareg. Et il est très compliqué d'appliquer cette doctrine et que les groupes sont... Enfin, c'est pas des vases clos. On peut voir un chef de guerre qui est membre du MNLA, donc la rébellion touareg, et on le retrouve l'année prochaine membre d'Ansardine, qui est le groupe djihadiste. Pour moi, à un moment donné, et d'ailleurs, la défiance malienne envers l'armée française est nourrie par la question de Kidal. Qu'est-ce qui se passe à Kidal? L'armée française libère tous les territoires, on arrive aux portes de Kidal, ok, les troupes maliennes ne peuvent pas rentrer. Donc, de fait, on donne, enfin, la doctrine française, je ne dis pas que c'était l'objectif, mais au peu ou prou, donne quelque part raison aux irrédentistes. Aujourd'hui, Kidal est contrôlé par les groupes armés irrédentistes, parce que l'armée française n'a pas installé quand ils ont libéré Kidal. De la maladresse et des erreurs stratégiques, Jérôme Pellistrandi ? Ce ne sont pas des erreurs stratégiques. Je pense qu'il faut, effectivement, comme vous l'avez souligné, rappeler qu'il y a ces conflits qui existent effectivement depuis oui, mais l'armée française n'en a pas tenu compte, semble-t-il. Oui, mais il faut voir... elle n'a pas voulu s'en tenir compte. Elle en a tenu compte, mais... Ils ont libéré Kidal en le laissant aux... L'une des problématiques, c'est que nous intervenons dans des États qui sont souverains. Donc la difficulté aussi, c'est d'arriver à concilier des opérations tactiques avec notamment les autorités maliennes. Et là, c'est compliqué. On voit bien, et vous l'avez souligné, il y a aussi une instrumentalisation. Quand vous voyez effectivement, par exemple, et on le voit à travers certains médias, l'appel aux Russes. Bon, certains Maliens diront que les Français partent et faisons venir les Russes. Alors là, c'est rajouter le chaos au chaos. Quand on voit la façon dont les mercenaires russes ont agi, notamment en Syrie, là, on est sûr, et en RCA, là, on est sûr que les mouvements irrédentistes ou les clivages vont être encore beaucoup plus violents. Et c'est ça aussi l'une des difficultés auxquelles sont confrontés nos soldats au quotidien. Et je répète, la solution, elle est d'abord d'ordre politique. Elle est d'ordre politique. Et moi, je rajouterais, pour ne pas... Autant l'armée, on peut parler d'erreurs stratégiques de l'armée française, autant aussi, il ne faut pas oublier que le Mali n'a pas les moyens de son nationalisme. C'est-à-dire, c'est très important, ça, il faut le souligner. La seule force opérationnelle efficace sur le terrain au Mali, c'est Barkhane, c'est les Français. Donc c'est l'opération française. L'armée malienne a été défaite à plusieurs reprises, défaite dans la première guerre qui a permis l'occupation de la moitié du pays. Donc aujourd'hui, l'armée malienne n'est pas opérationnelle pour mener la guerre. L'Union européenne ne veut pas s'engager. L'action militaire de la France au Mali est indispensable. C'est la phrase d'Édouard Philippe tout à l'heure. Oui, peut-être. Comme pour justifier cette présence. Oui, mais la question, c'est que la France est très seule. Et alors, la France, non seulement est très seule, et quand il faut reconnaître que la France, par le biais du chef de son armée, le général Lecointre, a sonné 2 alertes en 6 mois. La première, c'est une interview au Monde. Il dit clairement que la France n'a plus les moyens d'élargir son déploiement au Sahel. Et la deuxième interview, c'est celle qu'il a accordée à la Tribune, où il disait on est au-dessus de nos capacités. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où la France est seule,
au-dessus de ses capacités, ne peut pas se renforcer. L'Union européenne tergiverse. Les Américains veulent surtout pas s'impliquer. Et puis, problème, c'est que le G5 Sahel, je veux bien qu'on en parle, qu'on dise aux armées africaines d'intervenir ensemble. Mais il ne faut jamais oublier, chronologiquement, l'armée française intervient parce qu'il y a eu un échec des forces africaines. Pendant un an, pendant l'occupation au Mali, l'Union africaine et la CEDEAO, donc l'organisation sous-régionale, ont essayé de mettre en place ce qu'ils appelaient la MISEMA, la mission africaine d'intervention au Mali. Un chef d'état-major a été nommé, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Soumaïla Bagayoko, et ça n'a jamais été opérationnel. Je ne vois pas par quel miracle des armées qui n'étaient pas opérationnelles en 2012 le seraient aujourd'hui. Et alors vous dites la France est seule, mais moi je voudrais qu'on regarde cette carte du Sahel à nouveau. On l'a un peu vue tout à l'heure pendant que vous parliez, mais regardons-la en détail et peut-être vous allez me la décrire un peu. Le Sahel, c'est 3 millions de kilomètres carrés qui traversent 5 pays, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Soudan. Si je dis que cette zone est gangrénée par des groupes djihadistes et par des groupes délinquants, est-ce que je vois juste? Et si je vous demande si cette guerre peut être gagnée, oui ou non, par la France, qu'est-ce que vous me répondez, Hélène Conway-Mouret? Écoutez, c'est pas une guerre conventionnelle. Au vu de la superficie, nous avons une armée équipée avec un engagement qui est bien connu. Et puis en face, nous avons des groupes éphémères qui se déplacent très rapidement, qui peuvent se regrouper, qui sont parfois qui rassemblent quelques individus et qui, au gré des actions qu'ils veulent mener, posent des mines là, font du racket là. Enfin, ils ont un mode d'action qui est complètement diversifié et donc qui ne permet pas à une armée traditionnelle de répondre. On n'a pas un face-à-face entre deux armées traditionnelles. Mais pour le G5, vous avez raison, mais en même temps, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il y a des investissements quand même assez conséquents, peut-être pas suffisants, certes, mais assez conséquents pour la formation des armées. Le G5 Sahel, je précise, c'est alors après que les uns et Mali, les autres, Burkina Faso, Niger et Tchad, ne se fassent peut-être pas forcément confiance, que la relation politique entre la Mauritanie et le Mali soit pas au beau fixe, mais enfin cela ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faut prendre tout cela en compte. Mais enfin, il faut bien qu'à un moment, quand même, ces armées réussissent au contact des autres. Et c'est pour ça qu'il commence à y avoir un petit frémissement au niveau européen, et tant mieux, à savoir que les Anglais prêtent 3 hélicoptères, les Estoniens envoient quelques personnels, les Tchèques en envoient d'autres et ainsi de suite. Et se dire qu'enfin, il y a peut-être une prise de conscience qu'en effet, la France ne peut pas tout toute seule. Et en plus, il n'y a pas que le Mali. Maintenant, il y a le Burkina Faso qui est quand même très inquiétant. Et depuis quelques années, pourquoi? Parce que refuge des djihadistes. Mais oui, parce qu'il y a l'incapacité de sécuriser la frontière. Enfin, il y a une porosité terrible entre ces pays, d'autant que ces individus se déplacent rapidement en pick-up et ne sont pas... Enfin, pour les surveiller, c'est très compliqué. Il faut souligner que les armées de ces pays, les seuls éléments sûrs ont pendant longtemps été les gardes présidentielles, qu'on pourrait appeler des gardes prétoriennes, qui étaient là pour protéger le président et ses affidés. Et donc, ce processus de transformation est effectivement extrêmement long. Il faut, ne serait-ce par exemple que de payer les soldats. C'est déjà un problème. Et les équiper, les habiller, leur donner des fusils. Et là-dedans, effectivement, ça nécessite énormément d'efforts. On a le sentiment, effectivement, que c'est un peu le tombeau des Danaïdes. Et voilà, maintenant, la question est, si on se retire, que se passe-t-il? Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre, cet après-midi, a dit qu'on n'a pas le choix. Donc on n'a pas le choix, mais on s'enlise, Caroline Roussy. Il y a ce risque-là, et ensuite Ousmane Ndiaye, bien sûr. Oui, il y a un risque d'enlisement assez patent, mais effectivement, de toute façon, compte tenu de l'engagement des Français sur le terrain, il est absolument extrêmement difficile d'envisager un retrait du jour au lendemain. Ce sont des modalités pratiques qu'il faut négocier, il faut une feuille de route, et pour l'instant, un certain nombre d'acteurs considèrent que la France sera encore présente pour de nombreuses années. Enfin, moi, j'avais envie de dire, pour répondre de façon claire à votre question, pour moi, ce n'est pas à la France de gagner la guerre du Sahel, c'est aux pays sahéliens de la gagner d'abord. Deuxième question, moi, je m'interroge beaucoup sur la question de la formation des armées du Sahel. En fait, à un moment donné aussi, il faudra qu'on évalue l'action qui a été menée au moment où on a libéré le Mali.
À un moment donné, il y a eu une sorte d'audit de l'armée malienne pour comprendre pourquoi l'armée malienne s'est effondrée si vite. Un auditeur a été nommé, un rapport a été fait. La conclusion du rapport, c'était la mission européenne de formation qui devait reconstruire l'armée malienne. Et des fonds ont été promis à la conférence de Bruxelles pour la reconstruction de l'armée malienne. Et il se trouve que un des dirigeants, celui qui a dirigé ce programme de formation de l'armée malienne, c'est le général, chef d'état-major Lecointre, qui a été à la tête de l'EUTM. L'EUTM a à peu près formé 6-7 bataillons. Tous ces bataillons, quand ils sont montés au nord, se sont pris des défaites cuisantes. Comment il faut se questionner aussi sur l'action qui est en cours. Évidemment, pour moi, il est très important comme l'a souligné le général, d'avoir une vision transversale. C'est-à-dire, tant que la crise de gouvernance n'est pas réglée, on peut investir beaucoup dans les armées. Je ne pense pas que l'investissement va dans la guerre. C'est ça, parce que jusqu'ici, il faut quand même dire qu'il y a eu un investissement, il y a eu des bataillons formés. Voilà, donc je pense qu'il y a un préalable. La crise de gouvernance doit être réglée. Et quand je dis crise de gouvernance, ce n'est pas seulement politique. C'est-à-dire qu'il y a une crise de gouvernance au sein de ces armées. Cette mutinerie, problème de corruption, il faut voir l'instabilité à la tête de l'état-major, de la tête de l'armée malienne. Caroline aussi. Alors oui, moi je voulais rebondir sur ce qu'Ousmane développait. En effet, c'est une guerre qui doit être gagnée par les Africains eux-mêmes, sauf qu'aujourd'hui se pose quand même la question du cadre d'opérationnalisation pertinent. Est-ce que c'est le G5 Sahel? Est-ce que c'est le P3S? Quel rôle la CEDEAO pourrait-elle endosser dans la région? Est-ce que l'Algérie, qui est quand même un peu l'angle mort à l'heure actuelle, devrait s'impliquer ou non? Il y a un certain nombre d'interrogations qui demeurent à ce stade. Hélène Conway-Mouret. Oui, il y a beaucoup plus de questions aujourd'hui que de réponses, malheureusement, hein, parce que je crois que nous faisons le même constat et qu'on se retrouve avec une situation qui évolue de fait rapidement par des effets extérieurs qui viennent de Libye notamment et aussi une déstabilisation des autres pays. On parle du Mali là aujourd'hui, mais je reviens au Burkina Faso. Moi, je pense que nous allons avoir un sérieux problème avec ce pays aussi. Et avec donc une possible gangrène voilà, donc, dans les États côtiers. Hein. Côte d'Ivoire et voilà, Sénégal, Bénin. Et donc, on n'a pas le scénario d'il y a 6 ans. Mais on a un scénario qui est un petit peu pire où finalement... On est intervenu, mais non seulement ça n'a pas arrangé les choses, mais la situation... C'est pas une attaque virale, ça se diffuse. Voilà. Moi, je suis d'accord sur la thèse que le djihadisme se propage, gangrène le Sahel. Quand même, il faut souligner qu'il y a des États qui tiennent plus que d'autres. Le Sénégal, la Mauritanie sont gangrénés. Mais ils tiennent. C'est pas, la France n'est pas obligée d'intervenir. On n'envisage pas une intervention militaire France. Pourquoi? Parce qu'il y a des institutions solides, il y a une armée qui fonctionne à peu près normalement. Il faut faire cette corrélation entre les armées et les institutions solides de ces pays qui, face au djihadisme, résistent, parce que tous les États, même les grandes puissances, sont confrontés au djihadisme, ça va être un problème mondial, et les États qui, dès le premier assaut, s'écroulent. Il faut voir à quel point la rapidité avec laquelle le Burkina Faso s'est écroulé. Pour moi, c'est pas seulement le djihadisme, c'est parce qu'aussi les institutions étaient en crise et il y avait d'autres problématiques qui se posent. Et je pense que stratégiquement, les djihadistes frappent aussi là où c'est mou. Hein. Et on doit s'arrêter là. Merci à tous les 4 d'avoir participé au grand débat d'Allons plus loin. Demain, vous retrouvez Oriane Mancini, comme tous les matins, à 7h30 dans Bonjour chez vous. L'invité politique sera Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Très bonne soirée sur Public Sénat.